Bien. Alors, la crise du Covid, évidemment, a eu un impact assez négatif sur le développement de la vie associative sportive, sur la vie associative en général, toutes les associations. Et donc, on a perdu, au moment de cette crise, près de 25% de nos licenciés, beaucoup de bénévoles aussi, de dirigeants bénévoles. Et donc, on est en train de reprendre un tout petit peu depuis, mais bon, on n'a pas encore attrapé le niveau auquel on était auparavant. Ça a été dit tout à l'heure, hein, aujourd'hui, il y a plus de pratiquants sportifs en dehors des clubs de sport que dans les clubs de sport. Ça aussi, c'est une nouveauté. On est à peu près à 17 millions de licenciés, enfin c'est le chiffre d'avant le Covid. Aujourd'hui, on doit être à presque 18 millions de non-licenciés, de gens qui sont en dehors des clubs. Donc il faut qu'on se pose la question du modèle économique du sport, l'organisation du sport. Est-ce que la licence est toujours une réponse adaptée à nos problématiques économiques? La question se pose, beaucoup de fédérations se posent cette question, plus de la moitié des fédérations. On a fait là-dessus il y a quelques semaines un colloque au comité olympique et plusieurs fédérations évidemment se posent cette question. Et puis à côté de nous se développe une activité sportive privée. Vous avez de plus en plus de salles de sport qui se créent. Vous avez aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs qui font une formation sportive. Souvent c'est des jeunes qui ont fait ça, qui ensuite ont fait une formation et qui créent leur petite société pour encadrer les pratiquants. Voilà. Et puis la demande sociétale, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment de venir prendre une licence à l'année et de venir s'entraîner tous les jours, etc. J'en suis pas certain, je suis même convaincu qu'il faut aussi s'adapter à la demande sociétale. Il y a des gens qui veulent faire du sport, mais simplement pour des problèmes de santé ou simplement pour des problèmes psychologiques, on veut faire un peu de sport, voilà. Mais c'est pas forcément de venir toutes les semaines faire de l'entraînement, etc. Donc il faut que le mouvement sportif ait une décision sociétale de la demande. C'est, me semble-t-il, tout à fait nécessaire, en intégrant, alors évidemment le haut niveau, on en a parlé tout à l'heure, ça reste la vitrine du sport, hein, j'en reparlerai après, mais derrière cette vitrine, il faut s'adapter avec le sport santé, avec le sport en entreprise, avec le sport à l'école, avec le sport, je dirais même dans les crèches, certaines initiatives sont prises sur la motricité des enfants, ça commence à bouger un peu. Et puis il faut s'interroger également sur le bénévolat. Vous êtes tous des bénévoles, vous consacrez beaucoup de temps à votre activité par passion. Mais aujourd'hui, le bénévolat est composé aux 2/3 par des citoyens qui ont plus de 60 ans, qui sont quasiment tous retraités. Et la jeunesse aujourd'hui, on la voit de moins en moins dans le bénévolat, sauf si ce sont des jeunes qui sont salariés, hein, évidemment, mais ce n'est pas des bénévoles. Et donc, il faudra aussi là-dessus peut-être travailler sur le recrutement de bénévoles plus jeunes. Moi, je pense qu'on a parlé beaucoup de l'école tout à l'heure. Il faudra sans doute qu'il y ait la mise en place d'une action éducative sur l'engagement citoyen dans les écoles pour sensibiliser les jeunes générations à l'engagement citoyen au travers du bénévolat. Alors, le mot bénévole aujourd'hui est un mot qui se déclasse. On dira, c'est un bénévole, en gros, ça vaut rien. C'est ça que ça veut dire. Moi, ça m'énerve. Et d'autant que je suis bénévole depuis de très très longues années, évidemment. Je préfère d'ailleurs le mot volontaire, comme les Anglais, voluntary. Le mot volontaire montre bien qu'il y a un engagement. Je suis volontaire. Hein. Et actuellement, au comité olympique, nous avons mis un groupe de travail sur le bénévolat. Et on est en train de faire des propositions parce que nous avons une réunion le 5 décembre prochain avec la ministre des Sports et d'autres ministres, la ministre Mme Schiappa de la vie associative, de l'économie sociale, etc. Et on est en train de faire des propositions pour qu'il y ait une meilleure reconnaissance du bénévolat. Peut-être aussi une protection. D'ailleurs, dans le programme de M. Macron, lors de son premier mandat, il y avait une des propositions dans le sport qui était de protéger les bénévoles sur le plan juridique de la responsabilité, si vous voulez. Malheureusement, ça n'a pas été fait, hein, c'est resté en l'état. Et donc, et comment valoriser l'engagement de tous ces bénévoles? On a parlé de points retraite, on a parlé de choses comme ça. On a aussi parlé du mécénat de compétences pour ceux qui travaillent encore, qui puissent être évidemment libérés pour s'occuper de leur club quand ils ont des responsabilités. Ça se développe, mais tout doucement, c'est pas suffisant encore aujourd'hui. Donc, et puis, on a fait faire une étude sur l'activité contributive du
bénévole. Qu'apporte le bénévole à la société? Ça s'évalue. Hein. Il y a une société qui s'appelle INGI, qui a fait une étude qui a été présentée juste avant l'été, et qui montre que... Alors, ils ont fait une étude pour toute la vie associative. Hein. Alors, je trouve que j'ai une autre casquette. Je suis vice-président de l'Union nationale de la vie associative, qui regroupe toutes les têtes de réseau dans tous les domaines. Et moi, je représente le sport dans cette structure. Donc, cette étude a valorisé l'apport du bénévolat en France dans tous les domaines, sportifs, social, culturel, etc. etc. C'est des centaines de milliards, si on évaluait ça. C'est des centaines de milliards. Vous voyez, s'il n'y avait pas de bénévolat en France, ce serait la jungle dans notre pays. Ce serait la jungle. Et ça coûterait beaucoup plus cher à l'État, à la société, que ce que ça coûte aujourd'hui. Ça ne coûte pas, ça rapporte. Encadrer les jeunes, les éduquer, les former pour faire du sport, c'est un engagement qui permet d'éviter la délinquance, qui permet d'éviter un certain nombre de problèmes de société. Même si on est dans une période un peu difficile, on le voit bien, hein, la violence a repris le dessus depuis quelques mois, quelques années. Le sport, c'est un élément de lien social, c'est un élément de citoyenneté, c'est un élément de bien commun, de solidarité. Bref, c'est des valeurs, on l'a dit tout à l'heure, c'est les valeurs de la République. Et donc, il faut travailler là-dessus davantage. Et tout ça c'est... Alors, l'activité sportive, si les bénévoles étaient payés au SMIC, c'est 11 milliards par an. Hein. Mais bon, les bénévoles, ils ne seraient pas tous payés au SMIC en fonction de leur formation. Donc c'est beaucoup plus que ça, bien entendu. C'est l'étude qui avait été faite. Et donc, vous voyez que c'est pas rien. Et quand je vois aujourd'hui l'apport du bénévolat dans certains quartiers, je pense en particulier aux quartiers politiques de la ville, dans les QPV, dans ces quartiers, il y a beaucoup de jeunes. La moyenne d'âge est plus jeune que dans les autres quartiers. Et on voit qu'il y a beaucoup de délinquants, de trafic de drogue, etc. Et souvent, le sport, quand il y a une association qui fait bien son travail, eh ben, c'est l'ascenseur social pour ces jeunes-là, parce que vous les voyez après, au niveau, les équipes de France sont souvent, quels que soient les sports, alimentés par des jeunes de ces quartiers-là. Et malheureusement, dans ces quartiers-là, aujourd'hui, monsieur le député est parti, mais je lui redirai, c'est moins 25% de mètres carrés d'équipements sportifs que la moyenne nationale. Alors que ce sont les quartiers les plus jeunes. Et je ne parle pas de l'outre-mer où c'est encore pire. Là, la population est très, très jeune. Et vous savez que l'apport de l'outre-mer dans le sport est très important dans beaucoup de sports. Et donc, il y a des problèmes de délinquance, il y a des problèmes de trafic de drogue. Vous voyez ce qui se passe à Mayotte en ce moment. C'est quand même terrible. Alors qu'à Mayotte, la population, la moyenne d'âge, c'est 17 ans. À Mayotte, hein. 17 ans la moyenne d'âge. Il y a un potentiel pour le sport qui est énorme, sauf qu'eux, ils n'ont pas suffisamment d'équipement, ils n'ont pas beaucoup d'encadrement. Et donc, les jeunes sont livrés à eux-mêmes, et forcément, ça dérive. Donc, comment rendre visible ce qui est invisible? L'activité du bénévole est invisible. Comment le rendre? Donc, il faut que nous, le mouvement sportif, nous communiquions sur tout ce qu'on apporte à la société, territoire par territoire, sur l'ensemble des territoires. Ça, c'est valide. Il y a des études qui sont faites régulièrement là-dessus. D'ailleurs, on n'est pas les premiers à le faire. Hein. J'ai fait des études en Angleterre, en Allemagne, etc. Nous, c'est la première fois qu'une étude est faite globalement. Et donc, il faut effectivement que cette valorisation du rôle du bénévole soit une reconnaissance pour l'engagement bénévole dans la société. Et donc, nous travaillons là-dessus sur le comité olympique. Et donc, le 5 décembre prochain, on fera des propositions aux ministres concernés pour faire évoluer un peu la situation. On verra si on peut aller jusqu'au bout. Le modèle économique du sport, on est tous organisés en association. Alors, bon, parfait, il n'y a pas de souci là-dessus, sauf qu'il y a des gros clubs, il y a des clubs semi-professionnels, il y a des clubs même professionnels dans certains sports. Est-ce que le mode associatif est adapté à ça aujourd'hui? Je ne le pense pas, je vous le dis très franchement. J'ai fait un rapport il y a 6 ans, à l'époque du Conseil national du sport. J'avais été missionné là-dessus pour justement faire une proposition sur un nouveau modèle économique. Ce rapport a été validé par le ministère des Sports. Et je préconisais donc que pour un certain type de club, à un certain niveau évidemment, professionnel, semi-professionnel ou des gros clubs intercommunaux, par exemple dans des agglomérations, il y a des groupements de clubs maintenant, de plus en plus, et ben on passe du modèle associatif au modèle de l'économie sociale et solidaire au travers de la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif. Donc l'intérêt de passer à ce modèle entrepreneurial, alors c'est pas une entreprise traditionnelle, c'est une entreprise intermédiaire, les actionnaires ne sont pas rémunérés, vous voyez, c'est autre chose. En France, l'économie sociale est très développée dans beaucoup de domaines, et en Europe, ça commence à bien se développer dans beaucoup de pays. Donc l'économie sociale, ça permet, avec le statut de SIC, d'avoir une meilleure gouvernance.
Parce que dans la gouvernance du club, de l'association, vous pouvez associer vos partenaires publics. Donc en général, ce sont les collectivités qui financent. En France, les collectivités, c'est 16 milliards d'investissements chaque année entre les équipements sportifs, les subventions données aux clubs, etc. Donc les collectivités peuvent être représentées, peuvent avoir leur mot à dire dans la gestion du club. Les partenaires privés, les sponsors, dans certains sports, il y a des sponsors privés qui sont aussi associés. Chacun a une voix, tout le monde est à égalité, il n'y a pas de pouvoir. Et donc tout ce qui est dégagé par la structure est réinvesti dans l'activité. C'est pas redistribué à des actionnaires puisque c'est pas possible. Donc cette proposition-là a été acceptée par le ministère. Elle est rentrée dans la loi qui a été votée au mois de mars, début mars dernier. Et donc c'est dans le code du sport aujourd'hui, depuis septembre. Et donc au comité olympique, je suis chargé d'accompagner les projets. Il y a 20 fédés qui ont déposé un dossier, 10 fédés olympiques, 10 fédés non olympiques. Et il y a à peu près un peu plus de 300 clubs qui souhaitent passer en cycle. Et donc alors il y a des clubs professionnels de football, de basket, de handball. J'ai été contacté la semaine dernière par le club d'Istres, dans le sud, qui est un club professionnel de handball, pour que je les accompagne. Et donc j'ai mis en place un groupe de travail pour accompagner, avec le comité olympique et le ministère du Sport, l'ensemble des projets qui vont se mettre en place. Donc, et le jour où il y aura davantage, je dirais, d'entreprises, même si ce n'est pas l'entreprise traditionnelle, je pense qu'on aura une meilleure reconnaissance, vous voyez, parce que d'abord, les bénévoles qui seront dans ces entreprises sont protégés juridiquement, en cas de problème. Certains, en fonction des moyens, évidemment, pourront se faire rémunérer, comme des chefs d'entreprise. Et donc, ça permettra une meilleure reconnaissance de l'engagement du bénévole dans ce genre de situation. Donc, il y a aussi des avantages financiers et fiscaux qu'on n'a pas quand on est association. Un abattement sur les charges salariales de 25%, par exemple. Et puis, aussi une baisse des impôts par rapport aux entreprises traditionnelles de 30%. Donc, ce dossier va avancer. Et pour moi, je pense que c'est une façon, demain, d'avoir une meilleure image. Alors, c'est pas valable pour toutes les associations, bien entendu, je le dis. C'est valable pour les grosses associations, les semi-professionnels, dans beaucoup de sports collectifs, c'est sûr, mais aussi dans des sports individuels. Par exemple, quand j'ai fait des réunions en visio sur ce projet, il y avait le club de natation de Villeurbanne et de Mulhouse, qui étaient très intéressés, donc avec lesquels j'ai échangé. Il y avait des clubs aussi d'athlétisme, il y avait des clubs de badminton, enfin vous voyez, ça touche beaucoup de sports. Il y a déjà des clubs qui ont changé de statut avant même que la loi soit votée, puisque ce rapport date d'il y a 6 ans. Le club de Bastia, ça a été le premier, Bastia Football, qui est passé en cycle il y a 3 ans. À l'époque, ils étaient en déficit important, comme beaucoup de clubs professionnels de football, ils sont en déficit en fin de saison et ils rééquilibrent en vendant des joueurs de leur centre de formation à des pays européens. Bon, ça c'est de la gymnastique financière qui à un moment donné ne tient plus. Et donc ça a été le premier, et le maire de Bastia était tout à fait heureux. Il dit enfin je vais pouvoir participer aux décisions plutôt que d'être pris en otage quand il y a un déficit. Et je vous dis tel qu'il m'a dit. Et puis il y a d'autres clubs de foot qui ont changé de statut. Il y a Tours, Valenciennes, et là il y en a 23 qui sont en train de travailler dessus. J'ai été auditionné récemment par le FC Nantes par exemple, donc ça commence à bien bouger. Il y a un club de basket professionnel qui est passé en cycle aussi il y a 1 an, c'est le club de Boulogne, de Valois-Perret, c'est un club, et c'est un des meilleurs clubs d'ailleurs du championnat. Donc vous voyez, ça commence à bouger, donc j'ai été auditionné par les clubs de handball, de professionnels de handball, j'ai été auditionné par d'autres fédérations. Donc je pense que ça peut être utile pour l'image, utile aussi pour ce qu'on représente. Voilà, et puis je pense que pour les dirigeants, ça peut être une bonne reconnaissance également de leur engagement. Donc ce modèle économique, me semble-t-il, doit être inscrit dans l'héritage. On parlait tout à l'heure d'héritage, et la journée aujourd'hui est consacrée à ça. Si on veut une nation sportive, il faut qu'on s'organise différemment. Il faut qu'on se donne qu'on ait plus de moyens. Aujourd'hui, les moyens du sport ne sont pas énormes. Quand vous regardez le budget, ça a été dit, c'était 1 milliard, en fait c'est 950 millions, peu importe. Mais si vous additionnez au sport, à l'éducation nationale, c'est 4 milliards, 4, tout confondu avec les professeurs d'éducation physique, 4 milliards. Et si vous enlevez donc l'éducation nationale, c'est 0,15% du budget de la nation.
c'est une goutte d'eau, hein, 0,15%, c'est pas grand-chose. Hein. Même s'il y a eu une petite augmentation depuis 2-3 ans avec les équipements de proximité, etc., le plan de 5000 équipements, c'est pas suffisant. Et quand on parle d'héritage, il faut il faut investir. Si on n'investit pas quelques années avant, il n'y aura pas d'héritage derrière. Hein. Et donc, moi, le débat a eu lieu tout à l'heure, mais je pense au haut niveau. Hein. Le haut niveau, je l'ai dit, c'est la vitrine. Les sports collectifs, il n'y a pas de problème, c'est des professionnels. Donc il n'y a pas de problème de financement du haut niveau. Par contre, les sports individuels, c'est très compliqué. Je suis témoin de ça dans la fédération, quand j'étais président. J'avais une athlète qui s'appelle Mélina Robert-Michon, ça vous dit, lanceuse de disque, qui à 25 ans me dit j'arrête l'athlétisme. Elle n'avait pas encore eu de médaille, hein, mais elle était déjà très bonne. Et parce que j'ai plus les moyens, mon mari a un petit salaire, on n'a plus les moyens de continuer. Je lui dis non, arrête, n'arrête pas. Je propose l'année prochaine de créer une ligue professionnelle pour les athlètes de haut niveau, donc rémunérés donc, par la fédération. Alors c'est le club qui était l'employeur et on donnait la subvention au club pour rémunérer les athlètes, et elle a continué, ce qui lui a permis d'avoir 3 médailles aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde. Sinon, on n'aurait jamais vu ces médailles au lancer du disque féminin. Vous voyez, d'ailleurs, elle continue encore à lancer, elle a plus de 40 ans, elle continue à lancer. Et cette ligue professionnelle a été la première ligue créée dans un sport individuel. Aujourd'hui, le judo est en train d'en créer une. J'ai vu ça récemment. Et donc, mais il faut des moyens pour ça. Toutes les fédérations n'ont pas les moyens de faire ce genre de choses. Et donc, je me souviens, il y a aussi le problème des étudiants. Alors, je ne parle pas des staffs, s'il n'y a pas de problème pour les staffs, mais des gens qui font des études de médecine et qui sont athlètes de haut niveau, c'est quasiment incompatible s'il n'y a pas un aménagement du temps scolaire. Et en France, on n'a pas d'aménagement du temps scolaire dans l'université, à part 2 universités, parce que les présidents de ces universités sont des gens qui sont proches du sport, mais sinon, c'est pas obligatoire. Et quelqu'un qui fait médecine, c'est incompatible. Moi, j'ai l'exemple d'un futur Diagana, c'était un jeune à l'époque, il avait 22-23 ans, on disait que ce serait le futur Diagana. Et ben, il a arrêté au bout de la 3e année de médecine, il est maintenant chirurgien au CHU de Caen, mais parce qu'il ne pouvait pas faire les deux, hein, il a fait un choix. Et j'en connais plein, des gens comme ça. Donc il faudrait qu'il y ait un vrai aménagement du temps scolaire. Ça se fait dans certaines écoles, comme les écoles de commerce ou dans les écoles d'ingénieurs, mais ça ne se fait pas à l'université de manière systématique. Un aménagement du temps scolaire pour les athlètes de haut niveau, on les connaît, ils sont sur des listes, donc on sait exactement comment les suivre. Et deuxièmement, il faut faire un accompagnement financier. S'il n'y a pas les parents derrière pour financer ou les grands-parents, c'est très difficile de financer le haut niveau, parce qu'il y a des frais. Et il y a de plus en plus de frais. Il y en a qui sont dans des pôles, hein, c'est vrai, à l'INSEP ou dans des crèves ou autres, mais c'est pas suffisant, il y a des coûts, hein, c'est pas suffisant. Je pense aux sports d'hiver, les sports d'hiver, l'été, ils vont s'entraîner dans des pays, d'Amérique du Sud par exemple, parce que là-bas c'est l'hiver. Ben, ça coûte très cher, et encore une fois, je prends l'exemple de Pauline Lafont qui a été championne olympique de ski de boss, dont je connais bien les parents en Ariège, qui m'ont dit, si on n'était pas là avec les grands-parents, elle n'aurait jamais pu être championne olympique parce que ça coûte très cher. Il y a de plus en plus également de dépenses liées au suivi psychologique des athlètes de haut niveau. Hein, ça commence vraiment à se mettre en place, c'est très important ça aussi. Là aussi, ça coûte. Hein, voilà, et donc, à un moment donné, il faut se prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas suffisamment bien organisé. Et puis, dernière observation sur le sport de haut niveau, c'est le sport de haut niveau quand on est au collège ou au lycée. Alors vous avez les sections sport-études, ça a été dit tout à l'heure, il y a quelques aménagements horaires qui sont proposés depuis cette année. Hein, tous les collèges, tous les lycées ne sont pas encore dans ce dispositif-là. Moi, ce que je préconise, c'est de faire comme pour la culture. Quand vous faites de la danse, quand vous faites de la musique, quand vous faites du théâtre, vous êtes dans des classes à horaires aménagés, au collège ou au lycée. Classe à horaires aménagés, ça veut dire que le matin, vous avez les cours, comme tout le monde, et l'après-midi, vous avez votre spécialité, la danse, la musique ou le théâtre. Pourquoi on ne fait pas ça pour les sportifs de haut niveau? Pourquoi? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de raison, parce que la classe sport-études, elle ne permet pas ça. On est dans une classe, tous ceux qui ont envie de faire du sport, très bien, mais ce n'est pas forcément tous des athlètes de haut niveau inscrits sur les listes. Et donc, je préconise depuis des années, mais je n'y arrive pas, qu'il y ait des classes à horaires aménagées pour que, effectivement, le sport soit considéré au même niveau que la culture. Il n'y a pas de raison qu'on soit différent. D'ailleurs, le sport, c'est de la culture aussi. Hein. C'est de l'esthétique du geste, donc c'est pareil pour moi. Hein. Donc, je ne vois pas pourquoi on fait la différence. Voilà. Donc, si on arrive à régler tous ces problèmes-là, on aura sans doute un meilleur héritage. Mais si on ne les règle pas, il y aura un petit héritage, et donc on sera vite déçu de tout ce qui a été proposé pour faire de la France un pays de sportifs, de culture sportive. Il faut du temps. Voilà, j'arrête là-dessus.
Vous êtes responsable du dispositif local d'accompagnement de Saône-et-Loire. Déjà parce que moi il a fallu que je cherche pour savoir quelle était cette association, donc je vais vous demander dans un premier temps de bien vouloir présenter votre association. Ce que j'en ai compris, c'est que ça existe pour la Saône-et-Loire, mais vous êtes filiale d'une association bien plus grande où chaque département, ou en tout cas dans chaque département, on essaie de développer ce genre d'organisation afin de venir en aide aux autres associations du département. Je vous en prie, vous voulez bien présenter. Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, rapidement, le dispositif local d'accompagnement, c'est un dispositif d'aide aux associations ayant des salariés. Donc dans les clubs sportifs, ça arrive souvent qu'il y ait de l'emploi, pas forcément à temps plein et pas forcément beaucoup. Mais voilà, c'est un dispositif qui est vraiment dédié à ces associations employeuses. Donc à peu près 10% des associations en France, et en Saône-et-Loire, on a à peu près 1300 associations employeuses sur un total de 11 000, selon les comptages, on peut varier à 1000 associations près, mais voilà. Donc un dispositif public qui est financé par des financements publics pour que les associations n'aient pas à payer pour ce service. Voilà, donc ça existe effectivement dans tous les départements. En Saône-et-Loire, on est porté par une structure qui s'appelle BGE, BGE Perspective. Voilà, donc je travaille pour cette structure depuis 2016 et on accompagne, on va dire, entre 60 et 80 associations par an sur des thématiques aussi diverses que revoir le projet associatif, revoir l'organisation interne, revoir le modèle économique, développer une nouvelle activité, consolider les partenariats avec les partenariats d'une manière générale. Voilà. C'est du coup à ce titre-là, avec cette expérience-là, que j'ai été invitée à participer sur les mutations des associations. Et donc, justement, qu'est-ce que vous avez constaté à partir de maintenant sur du très court terme, depuis, on va dire, sortie Covid, est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui sont arrivées dans les grandes mutations que vous avez pu avoir et des questions des associations qui viennent vous voir? Et une deuxième question, c'est comment développer la connaissance de votre service pour peut-être, je pense ici qu'il doit y en avoir, des personnes qui ne connaissaient pas et qui auront certainement besoin de vos services. Alors, je réponds à la deuxième, c'est plus facile. Je reviens sur la première juste après. Oui, effectivement, on n'est clairement pas assez connu et on travaille très bien avec le service ASSO 71 dont Sophie Clément a parlé tout à l'heure. Donc on va être notamment présent à une rencontre territoriale qui est organisée début décembre avec ASSO 71, qui pour le coup a une force de communication beaucoup plus importante que nous, donc peut nous orienter du monde. On est en lien avec le DOS, le DOS porte un centre de ressources d'information des bénévoles. Il y en a d'autres en Saône-et-Loire, alors c'est que des sigles, je vais vous assommer de sigles si je les cite tous, mais voilà, il y a l'écrit, il y a la PSAC qui est un groupement d'employeurs profession sport que certains d'entre vous doivent certainement connaître, il y a le DLA, il y a tous ces, donc avec ASSO 71 et les autres acteurs, on est nombreux, enfin on n'est peut-être pas assez nombreux, mais on a quand même plusieurs acteurs d'accompagnement à la vie associative en Saône-et-Loire, et c'est clair qu'on n'est pas suffisamment connus, donc c'est l'occasion aussi d'être à la tribune aujourd'hui pour rappeler qu'il existe des dispositifs, qu'il existe des structures avec des personnes derrière, des gens qui vous répondent au téléphone, par mail, qui peuvent vous rencontrer aussi, on se déplace sur le territoire. Quand je dis on, c'est moi, mes collègues, mais c'est aussi les autres acteurs. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à faire appel à nous. Alors le sport, jusque-là, nous, on l'accompagnait assez peu. On commence un petit peu à l'accompagner. Je pense que les clubs sportifs se retournent prioritairement vers leur comité départemental, vers le comité olympique, départemental olympique et sportif et vers leur fédé. Et tant mieux, parce que l'idée c'est qu'on intervienne en articulation. Et du coup, la première question, c'était qu'est-ce que j'ai observé? Alors, à très court terme, les impacts de la crise de Shamim Salem, vous les avez évoqués, la baisse du nombre de licenciés dans les clubs, le bénévolat aussi qui a été impacté. Nous, ce qu'on a vu, c'est une augmentation des tensions en interne, donc comme on n'intervient que avec des associations pour les salariés, on a vu vraiment des gens en souffrance au travail, parce que ça a été compliqué à gérer, la crise, le télétravail imposé, le confinement. Des bénévoles dirigeants qui assument une fonction employeur qu'ils n'assument pas forcément toujours très bien. Alors je ne le dis pas pour critiquer, je le dis par
par manque de connaissances, par manque de compétences, parce que on ne vient pas bénévole dans un club pour être employeur de quelqu'un, on vient parce qu'on croit au projet, on vient parce qu'on est passionné par le sport par exemple, et voilà, et ça c'était déjà pas simple, mais la crise a renforcé ça. Donc oui, on voit ça, un mal-être des salariés, mais des bénévoles aussi, qui ont porté à bout de bras leur association pendant cette crise, et ça a fait un peu exploser des tensions internes. Donc on vient quand même beaucoup nous voir là-dessus. Là, il y a des inquiétudes sur évidemment la situation financière. On ne l'a pas encore trop vu, mais on s'attend à ce que ça arrive, sur ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure, l'augmentation des coûts énergétiques, notamment pour les associations qui ont des bâtiments. Alors, dans le sport, généralement, on utilise les équipements de la collectivité, mais ça peut avoir un impact aussi. Voilà rapidement. Après, je trouve que la crise sanitaire a accéléré des tendances qui étaient déjà présentes et on ne sait pas encore trop comment ça va évoluer dans l'avenir. Moi, je voulais revenir sur les peut-être 5 grandes tendances sociétales qui sont tirées d'un rapport. En fait, il y a une étude que le Comité national olympique sportif a commandée et qui est sortie en 2020, qui est sortie avant la crise. Enfin, il est sorti en 2020, mais l'enquête a été réalisée avant la crise et c'est sur le modèle économique des clubs sportifs fédérés. Donc c'est une étude qui a été faite avec, je ne dis pas de bêtises, avec le Centre de droit et d'économie du sport et puis un cabinet conseil, Olivia Conseil, qui a fait ressortir des grandes tendances, on va dire, sociétales, je ne sais pas comment il faut les appeler, mais si c'est ça, des tendances qui sont là, qui sont réelles, mais dont l'impact est encore difficile à mesurer. Il peut y avoir du positif comme du négatif, et bien malin qui le dira dans les mois et dans les années qui arrivent. Donc ce rapport, cette étude, elle fait 170 pages, mais si vous avez l'occasion d'aller le feuilleter, il y a quand même des choses qui sont très très intéressantes là-dedans. Et donc ça fait ressortir notamment les opportunités et menaces de chaque scénario. Je ne vais pas rentrer dans le détail évidemment de tout, rassurez-vous, je ne vais pas vous résumer, je vais essayer de vous résumer les 170 pages, mais au moins vous sortir les 5 grandes tendances qui sont dans cette étude que vous connaissez. Les mutations démographiques, donc notamment le vieillissement de la population, qui est un secret pour personne, avec des opportunités parce qu'on a des seniors qui pratiquent davantage de sport, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure aussi sur le sport santé, mais aussi une menace par rapport au bénévolat. Vous l'avez dit aussi, M. Amsalem, sur la moyenne d'âge des bénévoles. Le réchauffement climatique, les enjeux liés au changement climatique d'une manière générale, donc avec un environnement plus vulnérable, et on voit il y a déjà des pratiques sportives qui sont impactées, je pense au ski quand il n'y a pas suffisamment d'enneigement, ou un été comme celui qu'on vient de vivre, des pratiques comme le canoë-kayak, ou après des problèmes de pollution de l'eau qui peuvent impacter aussi les sports de pleine nature, des contraintes aussi qui vont être mises et des choix qui vont être faits à un moment quand il n'y a pas assez d'eau comme ce qu'on a vécu. Peut-être qu'il va être interdit d'arroser les parcours de golf parce qu'il faudra plutôt qu'on ait besoin de l'eau pour la boire. Donc ça, on ne maîtrise pas tout à fait ce qui va se passer dans ce genre de contraintes, mais on voit déjà un impact sur certaines pratiques. La réorientation des dépenses publiques et l'impact de la réforme territoriale. La réforme territoriale, elle commence à être un petit peu ancienne, mais vous l'avez vu, vous l'avez vécu, les fusions de collectivités, les regroupements, les changements d'interlocuteurs. C'est compliqué pour les élus locaux, c'est compliqué aussi pour vous, et il y a des choix effectivement financiers qui sont faits. On revient encore, là on est en plein dedans avec l'augmentation des factures énergétiques où les collectivités sont bien embêtées pour faire des choix. Le changement de comportement, de consommation et des modes de vie, vous en avez parlé aussi en introduction, M. Amsalem, et ça a été évoqué aussi ce matin. Le public zappeur ou consumériste, on va dire, de tendance de consommation du sport et la modification des modalités d'engagement des bénévoles. Ça avait été évoqué juste après par les deux autres intervenants, mais voilà, vous le vivez au quotidien, donc c'est déjà là. Donc après, c'est comment on s'adapte et comment on essaye de prendre en compte ça.
Et la dernière grande tendance, c'est les évolutions technologiques et la digitalisation du monde. Voilà, c'est écrit comme ça dans le rapport, enfin dans l'étude. Hein. Donc l'explosion des offres, des services digitaux. Et idem, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, des applications, des choses qui permettent aussi de pratiquer le sport hors club. Ça a été dit plusieurs fois, mais c'est vrai que les chiffres sont très très importants quoi, sur les pratiquants hors club, hors licence. Et puis, vous le voyez aussi dans votre quotidien de dirigeant du club, la partie numérique, elle est présente tout le temps. Donc, comment on s'adapte aussi à ça pour communiquer avec ses adhérents, communiquer entre les bénévoles, communiquer au grand public et utiliser tout ça. Donc voilà, ça c'est les cinq grandes tendances. Évolution, on va dire, de société auxquelles les associations d'une manière générale font face, et particulièrement le monde sportif. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus là-dessus parce que ce serait beaucoup trop long. Et après, la difficulté, c'est de prévoir un petit peu comment ça va évoluer dans le temps et du coup, comment vous pouvez vous emparer de ça, vous emparer des leviers qui sont à vos mains pour agir, tout simplement. Et donc dans votre exposé, vous avez cité beaucoup de comment, et sur quel levier vous pouvez commencer à avoir une orientation pour apporter une réponse à un de ces comment pour les associations présentes ici, sans rentrer trop dans le détail, mais plutôt sur lequel vous vous sentez déjà au pied d'œuvre et sur d'autres où la question est plus lointaine peut-être en termes de développement et plus vers vers 2030, 2040 ou ainsi de suite. Certaines sont des réponses qui sont nécessaires maintenant sur l'organisation de l'emploi dans les associations, la mutualisation de l'emploi dans les associations, des choses comme ça. Alors les leviers de développement, pareil, cette étude-là, elle en fait ressortir deux grands, c'est pas deux en fait, c'est une multitude de leviers. Mais qui ne sont pas forcément adaptés à tout, mais c'est plein de petites choses. Et en fait, il y a déjà plein de choses que vous faites, que les clubs font, que les fédérations, on parlait du sport santé, il y a déjà pas mal de disciplines qui se sont largement emparées de ce sujet-là. Mais voilà, c'est une diversification des publics, comment on va chercher effectivement ces personnes qui pratiquent hors licence. Et est-ce qu'il faut aller les chercher? En fait, ça, c'est aussi des questions que les dirigeants se posent, quoi. Comment on répond aux gens qui ne veulent pas forcément faire de la compétition tous les week-ends et qui ont plutôt une pratique loisir, bien-être. Mais il y a en tout cas, il y a des nouveaux publics qu'on peut aller chercher. Ça a été beaucoup évoqué aussi ce matin, les enjeux de santé publique au niveau de la sédentarité. Les seniors, on en a parlé rapidement, les personnes en situation de handicap. Il y a cette diversification-là et cette évolution de vos pratiques, en fait, de l'offre que les clubs peuvent proposer. Et après, c'est des vraies questions et tous les clubs n'ont pas forcément envie, ou tous les dirigeants n'ont pas forcément envie d'aller là-dessus, pour différentes raisons qui vous appartiennent, qui leur appartiennent. Il y a des clubs qui disent « Non, mais moi, j'ai pas envie de me développer, on va rester comme ça et ça ira très bien ». Moi, je connais que le modèle licence sportive compétition et en fait, je ne sais pas comment faire autrement, je n'ai pas envie d'aller faire autrement. Il y a les fédérations en général, j'ai eu l'occasion d'échanger avec la fédération de basket sur leur projet FFBB 2024, où ils ont déjà identifié tout un tas de développements et ils accompagnent les clubs à aller là-dedans. Mais la première chose, c'est que vous, dirigeants, vous puissiez discuter ça dans vos associations. Donc, c'est revoir votre projet. C'est pour ça que je parle de projet associatif. Vous parlez souvent de projet sportif, mais les deux sont liés. C'est quel est votre projet, à quel besoin il répond sur votre territoire, et du coup, quelle stratégie vous donnez par rapport à ce projet associatif, et quel modèle économique en découle. Il faut toujours repartir du projet. Je vais employer un mot qui n'est peut-être pas forcément évident à comprendre pour tout le monde, mais nous, on parle de modèle socio-économique et pas juste de modèle économique. C'est-à-dire qu'il part du projet associatif. C'est pas juste j'ai besoin de 15 000 € pour boucler mon budget, comment je vais aller les trouver. Et du coup, je vais chercher à développer du sponsoring, à développer un auto, une soirée dansante, que sais-je. C'est quel est mon projet, qu'est-ce que je veux faire,
quels moyens je me donne pour développer ce projet. Donc c'est peut-être de l'emploi, c'est peut-être former les bénévoles, c'est peut-être mutualiser avec d'autres clubs, c'est peut-être améliorer les partenariats avec ma collectivité. Combien il coûte et qu'est-ce que je vais aller chercher comme argent pour répondre à ça. Ça vient en dernier en fait. C'est vraiment le modèle économique, il est vraiment au service du projet associatif et ça je pense que c'est vraiment important pour les clubs de reprendre la main là-dessus, de ne pas se transformer en... Vous avez de la concurrence du privé lucratif, c'est vrai, hein, on en a parlé tout à l'heure aussi, mais la transformation vraiment en entreprise, je pense que vous l'avez évoqué aussi, M. Amsalem, c'est vraiment réservé à des gros clubs, à des hauts niveaux, et ce n'est pas forcément votre réalité. Vous n'avez pas vocation, à mon avis, hein, à vous transformer en ces grosses en prestataires de services et en structure. Il faut dimensionner notre projet à ce qui est la réalité de notre association. Et votre territoire, donc de votre environnement, de vos partenaires, et on a beaucoup parlé des valeurs ce matin. Enfin, je pense que c'est très important de repartir de ça, quoi. C'est un peu le risque en fait de se développer à tout prix parce que on perd les licenciés, on perd les bénévoles, on ne sait pas comment payer notre emploi à la fin du mois. On va développer, mais jusqu'où et à quel point, quoi. De bien partir du projet et des valeurs. Si je résume, si une association, par un problème, on va l'évoquer un petit peu plus tard, mais de déficit de bénévoles ou d'augmentation du nombre de licenciés, avait imaginé passer par l'emploi, vous êtes là pour essayer de tempérer ou en tout cas d'accompagner ce projet et de analyser à la viabilité d'un tel projet. Oui, mais d'aider à se poser des bonnes questions en fait. L'idée c'est vraiment nous dans la méthode qu'on a au niveau de l'accompagnement, c'est on travaille avec vous, avec les dirigeants. La dernière fois que j'ai travaillé, c'était un club de basket, j'avais 15 personnes autour de la table, tous bénévoles, tous dirigeants, tous engagés dans le club depuis très très longtemps. Et on travaille ensemble, quoi. C'est quoi les points forts et les points faibles de votre club, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous faites déjà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quoi. C'est vraiment trouver ensemble les solutions qui vous ressemblent, qui ressemblent à votre club et à ce que vous avez envie d'en faire. Merci. Patrice Hennequin, alors vous êtes un voisin, bourguignon, le président du GDOS de Lyon. Merci d'être là. C'est pour faire part de l'organisation que vous avez créée qui s'appelle Campus 89, qui est une organisation de bénévoles qui a été montée à partir du moment où la candidature de Paris 2024 a fait appel à des bénévoles. Et on voulait, je pense que c'est intéressant de savoir parce que dans l'idée, je le résume et je vous laisserai l'expliquer, c'est une idée de mutualisation du bénévolat en vue d'événements ou en vue peut-être, moi c'est comme ça que je l'ai vu, une réserve de bonne volonté pour d'autres associations à un moment où ils en auraient éventuellement besoin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, l'objectif c'est un vivier de bénévoles, mais pour créer un vivier, il faut commencer par le départ, il faut déjà trouver des bénévoles. Alors, Campus 89, l'idée de ce projet, c'est une des composantes du projet Lyon 2024. Lyon 2024, c'est un projet partagé avec le conseil départemental de Lyon sur le développement, alors sur différents axes. On a parlé du sport santé. Alors, le sport santé, il se pour tous que ça part de l'école en passant par les entreprises. Ça fait partie aussi de notre projet du passage de la flamme. Ça fait partie du développement économique et de tourisme sportif. C'est un projet global. L'idée étant grâce aux JO, les JO 2024 étant le thème, de permettre aux iconés de faire du sport, de parler sport, et puis surtout au final l'objectif c'est de vivre mieux sur les territoires. Lyon, on est un petit département, on est un département très rural, c'est pour ça que les organisations dont vous parliez, effectivement, c'est très bien pour une grosse structure, mais nous, on est vraiment, c'est très rural. On va être sur des clubs qui ont des budgets qui vont de 2 000 € à 3 000 4 000 € maximum. Donc voilà, effectivement, le taux, ça fonctionne très bien pour eux. La complexité des subventions pour
obtenir des subventions fait aussi qu'on a beaucoup d'associations qui ont jeté l'éponge par rapport à ça. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de comités et de clubs qui répondent à ces dossiers, puisqu'ils ont des salariés qui remplissent ces dossiers, que ce soit sur l'ANS, que ce soit sur les dossiers de FTVA, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine complexité qui rebute les gens. Voilà. Alors, pour en revenir à Campus 89, l'objectif c'était de répondre à devenir bénévole pour Paris 2024. Donc ça c'était pour répondre à un appel à projet du COJOP. Et nous avions un potentiel de 50 personnes. Alors, que faire? La première question c'était comment les sélectionner. Alors, je vous rassure, ça a été très facile, les 50 personnes. On a mis un mois et demi à les obtenir. On pensait au départ avoir une affluence et quels critères sélectionner ces personnes-là. Non, on n'a pas eu ce critère-là. Ensuite, l'idée, comment les aider à devenir bénévoles par rapport à Paris 2024. Donc, les former. Alors, l'idée, c'était, je reviendrai tout à l'heure sur le public que l'on a sélectionné, c'est leur donner les outils leur permettant de répondre à cette sélection, puisque à première vue, les futurs bénévoles seront sélectionnés, passeront des entretiens, donc leur donner ces éléments. Et l'objectif aussi, c'était de faire un parallèle à la vie professionnelle, en leur permettant de répondre à un entretien d'embauche. Donc voilà, c'était un petit peu mieux par rapport à ça. Après, l'idée, c'était que ces jeunes, c'est vrai que s'intéressaient à Paris 2024, être bénévoles à Paris 2024, mais c'était surtout de les récupérer dans nos clubs et que ces jeunes deviennent acteurs dans nos clubs. Ensuite, c'était bien sûr transmettre les valeurs olympiques, ça c'est parti. Et dans notre projet, leur apporter une première expérience dans l'organisation de manifestations, que ce soit sur la communication ou sur intégrer une organisation, être actif et aussi décideur dans ce projet. En termes de... Donc voilà, quand on s'est retrouvé dans la feuille blanche, on a pas tout créé et voilà, c'était devenir bénévole et comment on fait. Alors ensuite, on est parti sur qui attirer, donc des licenciés de clubs. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes dans les clubs. Ce sont des jeunes qui sont déjà habitués au monde sportif, donc ça tombait pas mal. Et au départ, on avait pris ce critère puisqu'on avait peur d'avoir beaucoup trop de monde. Donc c'était déjà un critère de sélection. Ensuite, en gamme d'âge, on était parti de 17 à 22 ans, pour que ce soit des jeunes qui, pendant les JO, étaient entre 20 et 24 ans. Voilà. La mixité et bien sûr l'inclusion. Alors en termes de mixité, nous avons sur les 50 personnes qui ont répondu, sur les 50 jeunes qui ont répondu, nous avons 30 femmes. Voilà. Donc c'était déjà quelque chose de bien réussi. Mais voilà, ça a été 50 personnes hyper motivées. Ensuite, en termes de planning, pour réaliser ce travail, on a commencé en avril, puisqu'on avait répondu à ce projet en mars, c'est revenu en avril. Alors tout ça dans la précipitation, je vous le précise, parce que c'était toujours un petit peu comme ça. Mois d'avril, communication, flyer, Facebook, etc. Donc, on a réussi à récupérer nos 50 jeunes. Les formations, donc on a fait 2 séries de formations de 25 jeunes, une formation sur Auxerre et une formation sur Sens, sur un week-end. Donc il faut être motivant pour les attirer sur un week-end. Ça s'est vraiment super bien passé. Une première journée plus axée sur les JO, les valeurs de l'olympisme, leur présenter Paris 2024, comment devenir volontaire, le fameux entretien d'embauche, et puis comment les différents jeux de rôle sur ces entretiens. En fait, ces formations étaient vraiment très actives et interactives. Les jeunes ne sont pas sur des cours, parce qu'on sait bien que les garder sur 2 jours sur les cours, les premiers, ça ne nous aurait pas convenu. Et c'était vraiment très interactif. On a fait venir des intervenants de qualité qui ont bien animé ces 2 journées.
Et la deuxième journée, on avait un module en anglais, bien sûr, parce que être bénévole, il faut être capable de communiquer avec les différents athlètes, donc l'anglais. La promotion de notre territoire, puisque cette promotion du territoire, ça rentre dans notre plan de développement Lyon 2024, où l'objectif, nous, c'est d'attirer des touristes dans Lyon, puisque nous avons l'avantage d'être à 1h30, 2 heures de Paris, ce qui permet pour les tours opérateurs, parce qu'on avait déjà des contacts avec ces personnes-là, d'emmener ces gens en visite à 2 heures de Paris, c'est ce qui est acceptable sur des séjours sportifs de long. Et le dernier point, c'était la gestion des conflits et la préparation mentale. Voilà. Donc ça s'est vraiment très bien passé. Ensuite, donc, la mise en application, l'objectif c'était sur toute la période d'été de mettre en place une partie communication, parce qu'il y avait des modules pour la mise en application. La partie com, on sait aujourd'hui que sans communication, on peut faire ce que l'on veut, on n'arrivera pas loin. Et puis, cette partie pratique, d'intégration dans des structures, d'intégration dans des organisations pour connaître vraiment le mode et devenir vraiment bénévole, actif et dirigeant. Il y a le bénévole, je ne vais pas dire simple, parce qu'on a besoin de tous les bénévoles, mais après la partie plutôt dirigeante. Donc là aujourd'hui on a 50% des jeunes qui ont participé à une manifestation, parce que je sais que sur l'été, entre celles qui ont été annulées, et puis toutes on va les avoir jusqu'à la fin de l'année. Et on s'était donné 2 mois, mais c'est vraiment trop court sur 50 personnes. Un point où on était, j'ai oublié tout à l'heure, c'est sur la partie, la deuxième formation, on leur a donné aussi la recette, puisque Madame la vice-présidente du conseil départemental, dont on parlait tout à l'heure, nous on a dans Lyon ce qu'on appelle le CRIB, le centre de ressources et d'information des bénévoles, qui est un petit peu la caisse à outils pour tous les bénévoles, qui leur permet aussi bien pour remplir des dossiers, des projets, de la communication, un peu de fédérer. Et aujourd'hui, ces jeunes-là, on a réussi, je ne vais pas dire les 50, il y en a 25 à peu près qu'on a réussi à fidéliser et qui rentrent régulièrement en contact pour une copine, tiens, vous feriez, etc. Le principal, c'est que le lien soit là. Alors, nous, notre gros problème dans Lyon, c'est vrai que ces jeunes, même s'ils veulent s'intégrer dans nos clubs, dans Lyon, nous n'avons pas d'université ni d'enseignement supérieur. Donc, comme dans nos sportifs, dans nos clubs, nous formons les jeunes sportifs, mais dès qu'ils vont partir faire des études, ils repartent vers d'autres départements. Je veux dire, tant mieux, c'est l'objectif possible. On aime bien les garder aussi dans Lyon. Alors, il y en a d'autres qui reviennent, bien sûr, mais voilà, ça fait partie des choses. Et pour 3 cas, on a eu le souci de jeunes qui ont voulu s'intégrer dans des structures, dans des organisations, et les personnes en place, alors on a un peu expliqué que c'est eux qui savaient. Et je le dis toujours, quand nous faisions nos formations jeunes bénévoles, c'est bien d'envoyer des jeunes en formation, des jeunes moins jeunes, parce que c'est jeunes bénévoles, nouveaux bénévoles, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais quand ces personnes sont formées, il faut leur donner les moyens de piloter aussi. Si c'est être formé pour venir voir derrière et ne pas être actif, on les perd, ces gens. Donc voilà, là ça a été seulement 3. Bon, je pense qu'ils rebondiront ailleurs, mais voilà, c'est un petit peu. Mon seul bémol aussi, c'est qu'on aurait dû avoir 2 millésimes. Là, on est que sur 2022, on aurait dû démarrer plus une série, déjà un millésime en 2021, 2022, on doublait le potentiel. Et puis, l'intérêt d'avoir ces jeunes, quelques jeunes aussi, c'est 30% de ces jeunes, 20% de ces jeunes qui réintègrent nos clubs. Le fait d'avoir des jeunes qui viennent dans nos clubs, ça attirera automatiquement d'autres jeunes. C'est obligatoire. C'est là aujourd'hui notre héritage par rapport à ça. Et on en arrive à la pérennisation, parce que là, vous les avez mobilisés sur l'objectif Paris 2024. Par contre, le besoin de ramener la jeune génération vers les associations reste vrai, même après Paris. Surtout dans les associations plus de taille modeste, dans les communes où toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Comment vous avez organisé cette motivation à intégrer ce campus 89 sans
sans, on va dire, la carotte de Paris 2024? Déjà, on essaie de conserver la mobilisation, la cohésion de ce groupe, parce qu'en fait, il y a une certaine cohésion qui s'est créée. On va leur organiser une sortie au musée de l'Olympisme à Lausanne, déjà sur 1 ou 2 journées. Déjà, ça va fédérer des choses, le fait de se fréquenter. Et puis, nous, le CRIB étant là, qui va faire un petit peu le pivot, ça va permettre de maintenir ce contact et de lancer des actions. Et après, à partir de ce moment-là, un jeune qui sera du basket, dans ce vivier, pourra appeler à la réciproque son copain du tir à l'arc, etc. Et si on arrive à créer cette émulation qui fait que les jeunes se sentent bien dans ces associations, c'est gagné, ça va monter. Et si ces jeunes que l'on avait formés peuvent en ramener d'autres, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et on y croit, parce que de toute façon, les jeunes, on a tous été jeunes, c'est vrai qu'une fois qu'on est motivé, on y va. Ils sont, je vous dis, notre plus gros problème, c'est que nos jeunes quittent rapidement le département. Hein. Et c'est cette coupure qui fait que, même s'ils sont bénévoles, ils vont partir étudiants, quand ils vont revenir sur le territoire, s'ils reviennent, ils reviendront au titre professionnel. Et c'est là qu'il y a un peu le loupé. Mais justement, aujourd'hui, nous, avec la mise en place, sur 2024, sur la mise en place de sport santé dans les entreprises, je pense que par ce moyen-là, on peut créer le lien qui fera que la boucle est bouclée et créer une sorte de cercle. Merci Patrice. Je vais inviter maintenant Sophie Clément, vice-présidente du conseil départemental en charge de la vie associative. Vous avez donc dans votre charge la vie associative et donc les bénévoles associés à cette vie associative. Vous avez dû constater, tout comme toute la salle, la difficulté suite au Covid, et même qui avait peut-être déjà entamé avant, hein, il ne faut pas mettre tout sur le dos du Covid, mais le Covid a certainement accéléré les départs et les non-retours après cette absence, du nombre de bénévoles dans les associations. Qu'avez-vous mis en place pour essayer de mobiliser tous ces bénévoles et essayer d'accompagner les clubs dans cette recherche de bénévoles et valorisation des bénévoles? Effectivement, je rejoins votre constat. La crise du Covid-19 ne nous a pas aidé à ce niveau-là. Depuis plus d'1 an, nous sommes sur le terrain auprès des associations, auprès des communes, des EPCI, et nous avons constaté que les associations avaient besoin de soutien. Suite à une concertation qui a été faite le 6 décembre dernier, dont je pense certains d'entre vous étaient présents, il en est ressorti que les associations avaient besoin d'être accompagnées, surtout quand les associations ont beaucoup de bénévoles et que les dirigeants sont bénévoles. Ils nous disaient que parfois ils prenaient des décisions, ils prenaient des risques et ça les gênait beaucoup. Pour ceci, nous avons créé le service ASSO 71, dont les missions sont les suivantes. C'est tout d'abord une porte d'entrée pour accueillir, écouter, accompagner et orienter les associations auprès de nos partenaires, parce qu'on a plusieurs structures sur le département qui travaillent déjà pour les associations, aussi bien les communes que des structures comme DGE, comme le SDOS et j'en passe. Et parfois, ces structures ne sont pas assez connues. Donc l'idée, c'était d'utiliser la force de communication du département pour que les associations nous identifient et ensuite, nous, qu'on puisse réorienter et faire connaître nos autres partenaires. Et c'est vraiment un service en complémentarité avec ce qu'il existe déjà. C'est un service qui est un service de proximité, ouvert 50 heures par semaine. Nous avons 5 personnes dans ce service, dont 2 qui sont présentes aujourd'hui, Carole et Yannick. Donc vous pourrez aller les voir si vous avez des questions à leur poser. On peut les appeler, on peut envoyer des mails et on peut même prendre des rendez-vous. Ensuite, ce qui est important pour nous, comme je vous l'ai dit, c'est de travailler ensemble avec des partenaires. Ce n'est pas que le service du département, parce que je suis convaincue qu'en travaillant ensemble, on va plus loin. En alliant les compétences de chacun, c'est là où on va aller plus loin et on arrive à faire de grandes choses. Ce qui est important aussi pour nous, c'est de rendre accessible l'information. Il y a plein de choses qui existent et que les personnes ne connaissent pas. Donc, ce service est en charge de rendre accessible l'information.
aussi bien en travaillant avec des groupes qu'en mettant en place des séances d'information sur différents thèmes ou la mise à disposition de fiches pratiques. Donc nous allons travailler dans ce sens-là. Également, un gros point, c'est le bénévolat. Donc ça va être notre prochain challenge, notre prochain défi, pour parler en français, d'expérimenter et développer le bénévolat sur notre territoire avec, bien sûr, nos partenaires. À ce jour, depuis le 1er septembre, ce sont plus de 250 demandes qui ont été faites à ce service ASSO 71. Quand j'ai monté ce projet, j'ai été voir différents départements qui avaient mis en place des services un petit peu équivalents, à savoir que dans ces départements, c'est entre 300 et 500 demandes à l'année qui reçoivent. Là, en 2 mois, on a eu 250 demandes. Bon, c'est peut-être aussi parce que c'était le démarrage, hein. Donc on va voir par la suite. Les sujets qui reviennent plus fréquemment, ce sont le financement et surtout des questions juridiques et administratives. Ça, c'est les 3 sujets qui reviennent le plus fréquemment. Et les associations qui viennent nous voir le plus souvent sont des associations sportives et culturelles. Pour rebondir justement sur cette je pense que les questions juridiques et administratives, effectivement, les dirigeants sont refroidis assez rapidement dès qu'ils veulent monter un événement, une compétition, même des fois quelque chose qui pourrait paraître dans un cadre privé assez simple. Tout le cadre juridique et réglementaire qui est autour refroidit les dirigeants. Comment on pourrait imaginer arriver à simplifier tout ça ? Bernard l'a évoqué avec cette couverture juridique qui pourrait arriver sur le bénévole, mais c'est vraiment ça qui est une des premières attentes du dirigeant bénévole, c'est de faire ça par passion et pas par contrainte lorsqu'il arrive de façon volontaire à donner du temps pour son association. Tout à fait, et ça c'est un sujet sur lequel on va travailler. Là on se rapproche de différentes instances pour essayer de faire évoluer les choses. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous apporter des solutions. En revanche, c'est une chose sur laquelle on va travailler. Voilà, on l'avait dit, qu'il y aurait des pistes, mais qu'il n'y aurait pas forcément les réponses tout de suite. C'est bien normal, mais c'est sûr que c'est une attente forte de la part des... Et on en est totalement conscient. Une petite, c'est peut-être pour Bernard, peut-être c'est en discutant avec Patrice, il m'a juste fait remarquer que pour l'engagement des bénévoles pour Paris 2024, et moi j'ai eu des bénévoles qui veulent s'engager, avec qui j'ai discuté sur Chalon, n'étaient pas forcément entre une vingtaine d'années, mais malgré tout, il y avait une problématique sur le logement sur Paris. Est-ce que Bernard, vous avez eu en vue avec le COJO ou je ne sais qui des éléments de réponse, parce qu'ils avaient donner du temps, c'est pas un problème, être disponible, c'est pas un problème, mais se loger sur place, apparemment, il n'y a pas grand-chose qui tourne autour de ça. Peut-être que c'est une problématique qui peut être remontée, parce que effectivement, s'il faut savoir se loger tout seul, ça va freiner beaucoup de motivation. Hélas, il n'y a pas de réponse sur cette question, effectivement. Il y a beaucoup de demandes là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Alors, peut-être qu'il y en aura une d'ici là, mais je suis inquiet, je suis très inquiet. Si chacun doit se débrouiller par ses propres moyens, ce sera difficile pour les bénévoles d'investir le champ des jeux. Ce sera compliqué, même possible. Ce sera que des locaux, malheureusement. Alors, ce sera des locaux ou alors des gens de la région parisienne, de Paris, de la région parisienne. Sur la province, ça va être compliqué. On pourrait aimer tantôt autre chose. Voilà, justement, à ce sujet-là, nous, le département, avec le département, nous sommes actuellement en train de travailler pour essayer de trouver une base arrière, justement, pour accueillir les bénévoles. Mais c'est déjà compliqué parce que beaucoup de choses sont déjà réservées. Peut-être se mettre en discussion avec l'éducation nationale et ces moyens-là. Ouais. On a perdu l'inspi. Bernard, vous l'avez évoqué, moi j'ai lu aussi l'étude qui était très intéressante de Patrick Bayeux sur la prospective,
une projection des associations sportives 2024-2050, moi je l'ai trouvé déprimante, mais tout ce qui était impact climatique et énergétique qui allait probablement impacter la pratique, tout ce qui avait l'approche générationnelle entre les gens de moins de 60, des années 80, puis, alors, je ne me souviens pas les générations X, Y, Z, je ne me souviens plus les noms, mais et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on arrive sur une évolution du club comme étant un club à la carte plutôt en consommation qu'en intégrant une famille, comme nous on a pu un petit peu avoir l'impression d'arriver dans un club. Ça implique quand même une demande de réorganisation, parce que si on est à la carte, on n'est plus du tout sur du donnant-donnant, ce qui est un petit peu l'organisation actuelle d'une association. Comment passer de l'un à l'autre? Alors la question est ouverte parce que je pense que tous vous avez probablement des idées, ou en tout cas de par vos missions déjà réfléchi à ça. Alors effectivement, c'est un des sujets qui va être abordé à la réunion du 5 décembre avec plusieurs ministres et nous avons des propositions par exemple sur les procédures administratives, je l'avais évoqué, les bénévoles sont souvent soumis à des procédures et souvent ils laissent tomber parce que c'est compliqué. Donc nous avons donc un compte asso qui a été ouvert depuis quelques temps et l'idée c'est d'avoir un guichet unique, de ne pas avoir 36 lieux pour déposer un dossier, etc. Donc c'est une des demandes que nous faisons, que nous allons faire. Et puis, alors évidemment, ça veut dire qu'il faudra, si on le fait, si on va au bout de ça, qu'entre les services de l'État et les services territoriaux, les collectivités, il y ait un lien aussi, parce que évidemment, le principal financeur du sport en France, sont les collectivités, c'est pas l'État, contrairement à ce qu'on peut penser. Et donc, il faudra qu'il y ait un guichet unique qui rassemble les deux. Voilà. Alors, sur le plan numérique, c'est facile à faire, c'est pas compliqué, mais après, il y a une volonté politique qu'il faudra obtenir. Et puis, il y a tout l'aspect éducation, je l'ai dit tout à l'heure. Si on veut que des jeunes s'intéressent à l'engagement bénévole, s'il n'y a pas une intervention dans les établissements scolaires sur la prise de responsabilité, l'engagement citoyen, on n'y arrivera pas. Et moi, ce que je propose, c'est que ces interventions puissent être faites par des dirigeants bénévoles qui ont une expérience dans le bénévolat depuis des années, et qui, comme il y a actuellement dans certaines écoles des interventions sur le sport, de moniteurs de sport, parfois d'éducateurs sportifs de clubs, pourquoi il n'y aurait pas des dirigeants dans le monde associatif qui puissent intervenir devant les enfants, devant les élèves, pour leur expliquer ce que c'est que l'engagement citoyen et l'intérêt pour la société de s'engager, quoi. Donc voilà, et ça fait partie de nos propositions. On a une vingtaine de propositions, on ne va pas toutes les énumérer, mais on a une vingtaine de propositions qui seront examinées lors de ce groupe de travail du 5 décembre prochain, avec différents ministres. Il y a 4 ministres qui sont présents, on verra après qui sera retenu. Une dernière question avant d'ouvrir les questions du public, c'est juste, j'ai toujours une petite question qui gratte à la fin. On parle de la santé par le sport. Est-ce une bonne piste de développement pour les clubs? À savoir que la santé par le sport, c'est normalement celle qu'on a évoquée, c'était celle que les médecins pouvaient prescrire des périodes de sport en vue de rééducation, des choses comme ça. Et on s'aperçoit dans le milieu, on va dire, si on est à notre maille, on va dire, du département de la ville, et ainsi de suite, qu'il est très difficile de mettre en relation les gens du sport et les gens de la santé. Et comment arriver à mettre en œuvre ce qu'il faut générer, c'est toujours pareil, c'est une question de personne, une question souvent, qui permettrait de faire connaître au milieu médical les clubs disponibles et inversement, bien entendu. Alors, je pense que la réponse est qu'il faut que l'ensemble des fédérations sportives s'engagent dans le sport santé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une dizaine de fédés qui ont développé le sport santé. La fédération d'athlétisme était la première en 2003 et nous avons formé d'autres fédérations. Mais 10 fédérations sur les 110, c'est pas bien, c'est pas suffisant. Donc déjà, ça c'est la première chose. Il faut que le mouvement sportif s'intéresse au sport santé. On a obtenu un certificat de qualification professionnelle du ministère des Sports pour former les coachs, pour ceux qui vont intervenir auprès de malades. On ne fait pas faire les mêmes exercices à quelqu'un qui a un cancer, à quelqu'un qui a des problèmes d'obésité ou
ou à quelqu'un qui a une maladie respiratoire. Donc il faut former ça. Et donc c'est des emplois qui sont créés, des centaines d'emplois depuis maintenant une vingtaine d'années. Et donc le mouvement sportif doit prendre ses responsabilités là-dessus. Maintenant, la loi de 2016, la loi santé de 2016 a intégré la prescription non médicamenteuse. Un médecin peut faire une ordonnance non médicamenteuse. Le problème aujourd'hui, c'est que dans la formation des médecins à l'université, on ne les forme pas à ça. Donc le médecin, quand il est sur le terrain, il a eu son diplôme et il travaille, s'il est sportif, il va s'y intéresser, s'il n'est pas sportif, il ne va pas du tout s'y intéresser. Donc il faudrait que dans la formation des étudiants en médecine, on puisse intégrer cette prescription non médicamenteuse. Aujourd'hui, la sécurité sociale se pose la question du remboursement de la licence. C'est en cours de discussion. Ça fait 3 ans qu'on fait pression auprès d'eux pour qu'ils remboursent la licence. Parce qu'on a fait faire une étude il y a 3 ans qui a été présentée à l'Assemblée nationale par des médecins sur l'économie, quand un malade fait du sport, l'économie pour la Sécu. C'est entre 1 800 et 2 000 euros par malade et par an. Imaginons que tous les malades de France fassent du sport, encadrés par des coachs. Demain, c'est 7 milliards d'économies. 7 milliards, ça veut dire que la Sécu serait excédentaire. C'est jamais arrivé. Alors, je dis ça parce que l'exemple que j'ai suivi dans la Fédération d'athlètes, c'est l'exemple canadien. Eux, ils font ça depuis 70 ans. Et on retrouve ces chiffres-là au Canada. Donc, moi, j'attends avec impatience que la Sécu prenne la décision. Il y a déjà des mutuelles qui prennent en charge les dépenses, les licences. C'est la Maïf, c'est la MGEN, c'est Harmonie Mutuelle. Bon, pas toutes les mutuelles, mais certaines se sont engagées vis-à-vis de leurs adhérents à prendre en charge la licence. Et donc, pour les clubs, c'est une ressource supplémentaire qui permettrait aux clubs d'avoir... Moi, je sais que les clubs d'athlétisme qui se sont développés sur le sport santé, ce sont les clubs qui financièrement se portent le mieux aujourd'hui. Et pendant la crise du Covid, ce sont ceux qui ont eu le moins de problèmes. Parce que cette activité-là a continué. C'est un encadrement individuel avec des coachs. Je prends l'exemple d'un club, le Mans, qui avant de prendre en charge la santé, le sport santé, il y avait 3 salariés, aujourd'hui ils sont 25 en 3 ans. 25 salariés à plein temps, grâce au sport santé. Donc si les clubs veulent améliorer leurs ressources et financer le haut niveau, eh ben, il faut aller dans le sport santé parce que ça permet de financer le haut niveau. Hein, tout ça. Le sport d'entreprise aussi, là il y a moins de clubs qui sont engagés dans les entreprises, mais il y en a quand même. Parce que ce sont des contrats qui sont passés avec les entreprises, donc ils sont rémunérés quand ils interviennent dans les entreprises. Ça permet aussi de créer des emplois et de dégager des moyens financiers pour les clubs. Donc il y a vraiment une évolution, je dirais, intellectuelle à faire pour le mouvement sportif, pour aller dans cette direction, sinon on ne s'en sortira pas. Je rappelle quand même que le principal financeur du sport, c'est les collectivités. Vous savez que les collectivités ont des problèmes aujourd'hui, avec la crise économique, la crise énergétique. On a supprimé la taxe d'habitation, etc. Vous voyez bien que les recettes aujourd'hui des collectivités commencent à souffrir. Et donc demain, les subventions vont baisser, hein, je le dis. Hein, et du coup, les clubs auront du mal à subvenir à leurs besoins. Patrice, sur l'organisation que vous avez mis en place par rapport au sport santé dans les... Alors, justement, au niveau du sport santé, c'est une expérience, c'est un tour d'expérience, et bon, on peut bien l'amorcer maintenant. Dans Lyon, le DOS porte la maison sport santé. Et l'idée, c'était de créer un guichet unique. Alors, ils n'ont pas comme prétention de gérer tout le sport de santé dans le département, mais de pouvoir mettre en contact que ce soit les pratiquants, les médecins et les collectivités. Donc, on s'est reposé sur nos 14 Comcom. Et ce qui a permis aujourd'hui, on a 14 antennes. Ces 14 antennes peuvent travailler en profitant des structures du DOS, de notre application, une application Google qui nous permet de gérer tous nos pratiquants. Ça permet aujourd'hui, grâce à ça, parce que le principe, c'est de faire croiser les réseaux. Dans une collectivité, qui mieux que le maire, ses adjoints, ses conseillers, tout le monde connaît le club, tout le monde connaît le médecin. Et à force de ressasser, de rabâcher, etc., les gens rentrent en contact à un moment ou à un autre. L'avantage de l'EPCI, c'est que à partir d'un interlocuteur, on va dispatcher sur tout le territoire, nous en avons 14, et aujourd'hui, on va jusqu'au à la plus petite des communes. Des communes avec 30 habitants, ben, tous ces gens-là ont l'information, c'est beaucoup plus simple. Et donc nous, ça nous permet, avant Covid, ça permettait de consolider des emplois d'éducateurs sportifs, parce qu'aujourd'hui, moi je suis vice-président du groupement d'employeurs,
Nous, ces éducateurs sportifs, que ce soit le groupe employeur ou les clubs, on a du mal à pérenniser un 35 heures. Le fait de faire du sport santé, on le fait en journée. Donc, on complète les emplois du temps. Le fait de se positionner sur les EPCI, qu'est-ce que ça va permettre? Sur les EPCI, si on a un éducateur à qui il manque 5 ou 10 heures, c'est bien le hasard sur un EPCI, on n'a pas une tâche de 10 heures à donner. Et le gros avantage avec le groupement d'employeurs, c'est que pour l'employeur, pour l'utilisateur, nous, le groupement, nous sommes employeurs et la collectivité ou le club est utilisateur. Donc en fait, c'est une facture en fin de mois, vous n'avez pas toute la partie ressources humaines à gérer. Voilà. Et ça fonctionne bien. On est sur les 14 EPCI, on est installé sur 7. Et aujourd'hui, ce sont les présidents de Comcom qui viennent nous voir. Toute la présentation, on avait. Bon, ça c'est pareil, ça fait partie du plan de développement territorial Yann 2024, qui est aujourd'hui Yann 2030, parce que le but c'est pas de s'arrêter en Yann 2024, le thème c'est ça, c'est tout. Hein. Et le fait de travailler comme ça simplifie la vie à tout le monde. On aligne les planètes, on a les utilisateurs, les médecins et les pratiquants et les collectivités. Puisque de toute façon, sur les collectivités, on est capable de faire. Et je vais même plus loin. Le jour où l'État se désengagera, eh bien, les collectivités peuvent porter encore ça au niveau de leur échelle. Une dernière question, Sophie Clément, avec la crise que l'on connaît du bénévolat, comment, avec le conseil départemental, vous apportez votre soutien au recrutement des bénévoles pour les associations? Pour ma part, je vais apporter une part d'optimisme. J'ai une grande confiance au bénévolat. Nous sommes dans une société qui change depuis plusieurs siècles et la forme du bénévolat va être amenée aussi à évoluer. J'ai une grande confiance également en l'être humain. Sa capacité d'adaptation qui est énorme. Je pense qu'une des pistes pour les bénévoles, pour garder les bénévoles, pour faire venir des bénévoles, c'est la bienveillance. Qu'est-ce que j'entends par bienveillance? C'est-à-dire agir avec les bénévoles, les futurs bénévoles, comme on aimerait qu'on agisse avec nous. Quand on les accueille, quand on leur donne des tâches, etc. Prendre en considération leurs besoins. J'entends aussi par bienveillance et poser un doux regard sur les erreurs des bénévoles, les erreurs qu'on fait nous-mêmes, et pouvoir pardonner ces erreurs et se pardonner, et offrir de réparer et avancer. Parce que les bénévoles, ce ne sont pas des salariés, ce sont des personnes humaines qui donnent de leur temps pour les autres. Et également, j'entends parler de façon positive du bénévolat et avoir une récurrence positive. Malheureusement, on a toujours tendance à retenir ce qui ne va pas, on a toujours tendance à retenir les problèmes, alors qu'il y a des choses qui fonctionnent. Il y a des personnes qui donnent de leur temps, on en fait tous partie, vous avez tous aidé des personnes, vous êtes bénévole, et même sans être bénévole, vous allez aider, et un jour, peut-être, c'est pas la personne que vous avez aidée qui va venir vous aider, mais c'est une autre personne. Et c'est pour ça que j'ai une grande confiance au bénévolat, en apportant de la bienveillance entre nous. Et les bénévoles, je pense qu'ils ont besoin de cette bienveillance pour rester et pour venir. Merci.